Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, conteste la dissolution de son parti, le PASTEF. Ses avocats ont fait appel de sa radiation sur les listes électorales, à la fois auprès de la Cour suprême et du tribunal de Ziguinchor. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Le Niger a rejeté la période de transition de 6 mois proposée par l'Algérie, pays médiateur. À travers un communiqué, le gouvernement a indiqué que la durée de la transition politique sera désormais fixée par un forum national inclusif. Et puis en Angola, le gouvernement a décrété l'exemption et la simplification des procédures d'octroi de visa d'entrée en Angola pour 98 pays. L'objectif visé par cette mesure est de diversifier son économie et de réduire sa dépendance vis-à-vis des secteurs pétroliers et miniers. Au Sénégal, ce mercredi 4 octobre, les avocats d'Ousmane Sonko ont fait appel de sa radiation sur les listes électorales et ont engagé une double action en justice pour contester la dissolution du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité et l'interdiction de délivrer les formulaires de parrainage nécessaires à sa candidature à la présidentielle de 2024. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. Les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont déposé un recours en annulation de sa radiation sur les listes électorales. Le 4 octobre 2023, le leader du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, s'est lancé dans une double offensive judiciaire au tribunal d'instance de Ziguinchor et à la Cour suprême du Sénégal. Ce recours-là que nous avons déposé devant la juridiction du TI, tribunal d'instance de Ziguinchor, qui a reçu le document avec l'ensemble des pièces y afférentes. Il doit y avoir une audience ici à Ziguinchor, au terme de laquelle le tribunal prendra la solution qui convient. Et je pense que la solution qui conviendra sera la solution de la réhabilitation d'Ousmane Sonko dans ces 3. Frappé de suspension au Sénégal, le PASTEF s'est vu interdire la délivrance des formulaires de parrainage nécessaires à la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Les avocats et les membres du PASTEF rejettent la dissolution et la radiation du parti avec pour argument que l'existence de la formation politique ne présente aucune irrégularité. Ousmane Sonko ne s'en était rendu compte que le vendredi passé, lorsqu'il a envoyé son mandataire, M. Daffé, qui est parti pour retirer les fiches de parrainage. C'est à ce niveau où l'administration en charge des élections l'a renvoyé pour dire tout simplement qu'il ne peut pas avoir de fiches parce qu'il est radié. C'est à partir de ce moment précis que Ousmane Sonko venait de se rendre compte de ce qu'il avait été radié. Alors que nous savons que la procédure en cette matière électorale exige une formalité de notification. Je précise que la notification, c'est l'acte par lequel l'administration fait connaître la cause à la personne intéressée, contrairement à la signification qui aurait dû être faite par un huissier. Avant la saisine des instances judiciaires sénégalaises, Ousmane Sonko a déposé un recours auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 19 septembre 2023. Optimistes, les partisans du camp Sonko attendent des réponses favorables du tribunal d'instance de Ziguinchor et de la Cour suprême dans 10 jours. En Tunisie, Abir Moussi, la chef du parti Destouriens Libres, farouche opposante du président Kais Saied, a été arrêtée ce mardi 3 octobre à l'entrée du palais présidentiel de Carthage, où elle était venue déposer, selon elle, des recours contre des décrets présidentiels. Un sujet de Philomène Tine. Les arrestations d'opposants au régime actuel continuent en Tunisie. Abir Moussi a été placé en détention provisoire mardi 3 octobre 2023 après avoir été interpellée devant le palais présidentiel où elle s'était rendue, selon ses avocats, pour un recours contre les décrets présidentiels.
Ses partisans parlent d'un enlèvement. Selon ces derniers, Abir Moussi a été détenu pendant 48 heures pour traitement de données personnelles, entrave au droit du travail et agression visant à semer le chaos. Le président Kais Saied, après avoir mis en œuvre la nouvelle constitution et cette organisation de la vie politique tunisienne, veut encore une fois rompre avec cet esprit de la partitocratie, c'est-à-dire le règne des partis qui prévalait avant la nouvelle constitution. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Abir Moussi, qui est vraiment l'incarnation d'une opposition radicale au président tunisien, c'est une façon de la gêner. Abir Moussi, ex-député, est la chef du parti d'Historiens Libres, une des principales formations de l'opposition tunisienne. Partisane du président défunt Zine El Abidine Ben Ali, renversée en 2011 lors de la première révolte du printemps arabe, elle est notamment connue comme étant une farouche opposante au président Kais Saied. Aujourd'hui, le président tunisien, malgré cette action autoritaire menée par lui, le petit peuple semble attendre cette réforme qu'incarne le président, mais c'est vraiment une situation très paradoxale et qui ne s'explique pas vraiment. Depuis qu'il a dissous le Parlement à l'été 2021 et s'est octroyé la quasi-totalité des pouvoirs, le président tunisien Kais Saied gouverne par décret et a lancé la rédaction d'une nouvelle constitution après un référendum à fort taux d'abstention en 2022. Ses opposants ont dénoncé un coup d'État. Dans le reste de l'actualité, la junte au pouvoir a rejeté la période de transition de 6 mois proposée par l'Algérie. À noter que les autorités nigériennes avaient accepté la médiation algérienne pour la résolution pacifique de la crise politique afin d'éviter une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Par ailleurs, dans un communiqué, le gouvernement de transition au Niger indique que la durée de la transition sera désormais fixée par un forum national inclusif. Joël Mbalo. Dans le cadre de la recherche d'une solution diplomatique à la crise politique au Niger, les autorités de transition qui sont d'accord sur le principe d'une médiation algérienne ont toutefois rejeté les termes de leur proposition, relayée par les médias qui soutiennent une transition sur 6 mois. Après ce démenti, les autorités nigériennes, dans un communiqué en date du 2 octobre 2023, indiquent que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum national inclusif ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance. Il y a eu très certainement une incompréhension puisque nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, mais je mesure ce que je dis, nous manipuler. Depuis le début de la crise politique au Niger, le 26 juillet 2023, l'Algérie, pays frontalier, s'est toujours positionnée en faveur d'une médiation pacifique. Les autorités algériennes ont toujours rejeté l'option militaire envisagée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et soutenue par la France. L'Algérie, qui a été le premier pays, et il faut l'en remercier, à s'opposer à tout usage de la force contre notre pays, devrait être en mesure de réaffirmer cette position. Si l'Algérie souhaite venir apporter sa contribution pour sortir de la crise, c'est ensemble et d'accord parti que nous devrions définir les conditions de cette initiative. Dans le processus de résolution de la crise au Niger, l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a quitté Niamey. Le président Emmanuel Macron a annoncé le retrait des 1500 soldats français déployés au Niger dans la lutte anti-djihadiste d'ici la fin de l'année. Une autre demande du régime nigérien. Des annonces qui augurent des lendemains meilleurs pour un retour à la paix au Niger.
En Afrique du Sud, le secteur minier est en difficulté. Les bénéfices globaux ont chuté de plus de 5 milliards de dollars au cours du dernier exercice. Selon un rapport publié ce mardi 3 octobre, l'industrie orifère pourrait durer moins de 30 ans sans investissement renouvelé et celle du minerai de fer 13 ans. Toujours selon le rapport, l'industrie des mines a été fortement impactée par les fluctuations monétaires, l'inflation élevée, les coupures de courant et les problèmes logistiques liés à l'exportation de minerais du fait de la détérioration des infrastructures routières, ferroviaires et portières. En Côte d'Ivoire, les autorités ont fêté la commémoration du 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale du cacao et du café ce mardi 3 octobre à Abidjan. À cette occasion, Patrick Achi, Premier ministre, a prononcé un discours dans lequel il a abordé les défis de l'industrie du cacao. À noter que la Côte d'Ivoire, qui produit un peu plus de 40% de la production mondiale, ne représente actuellement qu'une petite partie de la chaîne de valeur mondiale de ce secteur, d'une valeur de 145 milliards de dollars par an. Cher Omar Kamara. La Côte d'Ivoire produit plus de 40% du cacao mondial. Il ne s'agit là que d'une partie de la chaîne de valeur mondiale du secteur qui représente 145 milliards de dollars par an. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien le 3 octobre 2023 à Abidjan pour commémorer le 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale du cacao et du café. Les responsables ivoiriens ont profité de l'occasion pour appeler les acteurs du secteur du cacao à adopter un changement de paradigme. Patrick Achi estime que si Abidjan parvenait à capter seulement 10% de toute cette chaîne de valeur, cela représenterait environ 15 milliards de dollars par an et augmenterait le PIB de 25% grâce à la spéculation sur le cacao. Monsieur Patrick Achi, chef du gouvernement ivoirien, est légitime pour moi de parler de l'amélioration de la filière cacao, car son gouvernement a mis en place déjà une réforme de différentiel des revenus décents qui consiste en une prime de 400 dollars américains supplémentaires par tonne versée aux cacaoculteurs pour contrer les prix fluctuants du marché international. Concernant les défis de la filière cacao, le gouvernement ivoirien a indiqué qu'il s'agit d'une économie cacaoyère durable, saluant la résilience des producteurs ivoiriens de cacao en ce début de campagne de commercialisation 2023-2024 avec une production annuelle estimée à plus de 2,2 millions de tonnes. Le Premier ministre a basé également ses propos sur la résilience des cacaoculteurs ivoiriens malgré la hausse récente des cours du cacao. De fait, les producteurs de cet or brun, dont la Côte d'Ivoire, premier pays producteur, peuvent en tirer profit du déficit entre l'offre et la demande prédite par les experts si les acheteurs se précipitent pour avoir des stocks restants. La transformation locale des fèves de cacao avant leur exportation représente une opportunité prometteuse pour accroître la prospérité nationale et réduire les inégalités de revenus, en particulier dans les pays africains où sont concentrés les 3/4 de la production mondiale. Toutefois, des politiques agricoles adaptées et des mécanismes de soutien appropriés sont essentiels pour atteindre cet objectif. En Angola, le gouvernement veut faire la promotion du secteur touristique et réduire sa dépendance vis-à-vis des secteurs pétroliers et miniers. Son objectif est de contribuer à la diversification et à la croissance économique. Pour réussir son pari, il a supprimé le visa pour les touristes de 98 pays. Samantha Saboubanga. Le gouvernement angolais a récemment annoncé la suspension de visa pour les touristes provenant de 98 pays, dont 14 africains. Cette nouvelle mesure a pour objectif de stimuler le tourisme dans le pays et d'encourager les voyageurs à découvrir les richesses naturelles, culturelles et historiques de l'Angola. Cette décision fait partie des efforts du gouvernement angolais pour diversifier l'économie nationale et réduire sa dépendance vis-à-vis des secteurs pétroliers et miniers. Considéré comme un secteur clé dans sa stratégie de diversification économique, le tourisme a généré 19,2 millions d'euros de recettes en 2021.
On constate que l'Angola tente certainement de diversifier son économie en ouvrant ses visas de tourisme à une centaine de pays, dont 15 pays seulement africains. On voit les pays des Émirats arabes unis qui sont promoteurs de tourisme et grands producteurs de pétrole qui déjà essaient de sortir du tout pétrole en allant sur le secteur touristique pour diversifier leur économie. Membre de l'OPEP, l'Angola, deuxième producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne et 16e mondial avec 2,2% de la production mondiale, a construit son économie autour de l'activité pétrolière. Secteur dont les recettes ont enregistré une baisse de 34% durant le premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière selon les données du ministère des Finances. L'Angola pourra peut-être donner l'exemple aux pays d'Afrique centrale qui n'ont pour seul projet politique que se maintenir au pouvoir, alors qu'ils ont des sites extraordinaires qui pourra faire qu'ils sortent du tout pétrole en développant leur secteur touristique et pouvoir ne pas voir que la politique comme offre à leur population. Soucieux de positionner désormais le secteur touristique comme secteur clé de son économie, l'exemption de visa touristique devrait faciliter les voyages et rendre plus attractive la destination Angola, pays qui accueillait en moyenne 217 000 voyageurs par an avant la crise sanitaire de Covid-19, envisage à travers cette suspension de visa touristique relancer ce secteur dont la contribution au PIB en 2019 était estimée à 1%. C'est officiel, le Maroc fait partie des pays organisateurs du Mondial 2030. L'Espagne et le Portugal sont les deux autres pays qui vont également organiser. 3 matchs auront lieu par ailleurs en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. Une rencontre qui promet d'être historique pour la première fois. La compétition sera co-organisée sur 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Le Royaume succède à l'Afrique du Sud qui est le premier pays hôte africain en 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.